François Bayrou, le président du MoDem, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'AFP. Alors, on ne vous a pas encore entendu évoquer le phénomène Macron après le lancement de son mouvement. Déjà 25 000 adhérents au dernier pointage. Et ce sera la première question de l'émission, François Bayrou. Est-ce qu'il peut réussir, lui, à dépasser le clivage droite-gauche? Deuxième question, vous direz à Déborah Claude de l'agence France-Presse si le gouvernement a apporté la bonne réponse à la jeunesse. Enfin, troisième question avec Michael Zamès. L'Europe s'étiole. Peut-elle disparaître au grand désespoir d'un fédéraliste comme vous? Mais avant d'aborder chacune de ces questions, votre réaction aux révélations du Monde sur la surveillance du député Thierry Solère par la DGSE, alors qu'il était encore candidat, face à Claude Guéant, alors ministre de l'Intérieur. Manuel Valls juge cette surveillance insupportable. Et vous? Alors, si c'est vrai, si c'est prouvé, parce que, évidemment, ce n'est pas des allégations... Enfin, on ne s'appuie pas uniquement sur des allégations. Mais si c'est prouvé, ça porte un nom extrêmement précis. Ça s'appelle une forfaiture. C'est-à-dire la trahison par un officier public, quelqu'un qui occupe une fonction publique, de sa fonction. Les services secrets, les services de sécurité, ils ne sont pas là pour surveiller l'adversaire politique du ministre qui est en place. Peut-être ça s'est fait dans le passé, mais en tout cas, c'est une atteinte intolérable à l'idée qu'on se fait d'une fonction. Et à ce stade, les dénégations de Claude Guéant ne vous suffisent pas puisqu'il assure n'avoir joué aucun rôle dans cette affaire. Et il demande d'ailleurs au ministre de la Défense de diligenter une enquête. Si la phrase que vous me citez est exacte, il ne dit pas que ça n'a pas eu lieu. Il parle de son rôle à lui, oui. Son absence de rôle en l'espèce, dit-il. Et franchement, comment imaginer que des menées de cet ordre soient conduites contre l'adversaire électoral du ministre sans que le ministre, d'une manière ou d'une autre, n'ait eu à le souhaiter, même si c'est souvent des basses manœuvres qu'on fait faire plutôt qu'on ne les fait. Moi, en tout cas, je trouve que si c'est vrai, c'est encore une fois des histoires d'officine dans la République, d'utilisation des services de l'État pour assurer la sécurité à des fins bassement politiques. Si c'est vrai, c'est intolérable et c'est une forfaiture. Intolérable, dites-vous, comme le Premier ministre, et une forfaiture, ça vous fait jeter un... Je n'ai pas envie de vous dire que ça vous fait jeter un nouveau regard sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Est-ce que je me trompe? J'ai écrit un livre sur ce qui s'est passé à cette époque qui s'appelait « Abus de pouvoir ». Parce que il me semblait, c'était un titre à plusieurs sens, mais il me semblait qu'il y avait dans la pratique du pouvoir... Je pensais par exemple à des affaires, à l'affaire Tapie, qui depuis a été jugée par la justice dans le sens que j'avais analysé à cette époque. Je pensais qu'il y avait là des choses qui n'allaient pas. Et si cette dernière affaire est prouvée, alors on est encore une fois dans ce domaine de l'abus de pouvoir. Affaire à suivre donc. L'actualité politique toujours animée par Emmanuel Macron qui assure aujourd'hui être ministre nuit et jour, ce qui lui laisse quand même le temps apparemment de lancer son mouvement En Marche. On l'écoute défendre son engagement. Il y a des femmes et des hommes de gauche. Je suis aujourd'hui dans un gouvernement de gauche, je suis de gauche, je viens de la gauche. Mais j'ai envie de travailler avec des femmes et des hommes de droite et je ne me satisfais pas de la géographie actuelle. Nous pouvons, dans une action commune, une volonté commune, rassembler des bonnes volontés de droite et de gauche. Celles et ceux qui croient dans le travail, l'émancipation par le travail, et véritablement améliorer la vie des travailleurs, des entrepreneurs, des investisseurs. Alors peut-il, selon vous, réussir à dépasser le clivage? Je vous entends rire. Alors là, franchement, quand on parle de dépasser les clivages... Je souris avec vous parce que j'avais l'impression d'avoir entendu ces phrases-là assez souvent. C'est vrai, une stratégie non partisane. J'ai noté une volonté de rassembler les bonnes volontés de droite et de gauche. Et il reprend votre vocabulaire, votre flambeau peut-être. Dans le vocabulaire, c'est le même. Alors il y a dans cette affaire deux choses. La première, c'est que... on peut au moins voir que ça bouge, que cette bipolarisation
que j'ai depuis si longtemps diagnostiquée comme étant en fin de course, comme étant mourante et comme étant paralysante, cette bipolarisation, elle s'effondre sous nos yeux. Et que ce soit un ministre du gouvernement de gauche avec toutes les protestations de gauche que font les responsables successifs qui disent que ça n'a plus de sens, alors d'une certaine manière, ça accrédite. Il a votre soutien, Emmanuel Macron. Attendez, je n'ai pas tout à fait fini. Ça accrédite le diagnostic que j'ai porté depuis longtemps. Puis il y a une deuxième chose, c'est quel est le fond de tout ça, de dire où ça mène. Alors, je suis un homme du centre, je n'ai jamais pensé que la droite et la gauche n'existaient pas. J'ai dit que ce clivage ne pouvait plus être le clivage dans lequel on se reconnaisse. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un projet original du centre, que ça ne ressemble pas et que ça n'est pas la même chose. Est-ce que je puis vous rappeler une phrase que j'avais dite il y a longtemps lorsque on a créé l'UMP, soi-disant parti unique de la droite et du centre. À l'époque, les gens disaient « mais on pense tous la même chose ». Et j'avais dit « si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien ». Et l'idée que, indifféremment, tout le monde se retrouve sans connaître le projet, parce que ce qu'on entend, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a pas de profondeur. Moi, ce qui me manque, c'est le projet dans tout ça, le projet de société. Sans aller jusque-là, ça par peut exemple, être d'abord une dizaine de réformes, par exemple, qui feraient consensus. Oui, ceci est autre chose. Ça, c'est une méthode. Ce n'est pas du tout ce qu'on préconise là. Et donc, l'absence de fond, l'absence de projet construit est pour moi une interrogation. Non, un handicap, vous voulez dire. Un handicap et une interrogation. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir où l'on va. Et par exemple, le sentiment qu'il n'y aurait que l'économie, et que l'économie financière, qu'il faudrait servir. Qu'au fond, tout le monde serait obligé d'en passer par là. Cette petite musique qu'on entend, il suffit de voir les soutiens. On parle toujours de M. Macron, donc j'entends le procès, là, il faut être clair. Non, ce n'est pas un procès, c'est une interrogation. Pour moi, ça ne correspond pas à ce que j'attends. Et à ce qu'attendent des millions de Français. D'accord. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est de construire une vision de l'avenir qui apporte aux Français un peu de raison de s'engager. Quelque chose à quoi on croirait. Qui sont incarnés et qui ne serait pas uniquement le facteur commun qu'on paraît décrire aujourd'hui, avec on va dire, une présentation sommaire de l'ultralibéralisation du pays. Donc vous ne le soutenez pas, j'ai compris. Moi, j'ai bien écouté, j'ai bien regardé ces derniers temps les lois proposées en particulier par M. Macron. Bon, je ne peux pas dire que je ressente qu'il y ait eu ces derniers mois des changements profonds sur la manière dont le pays est organisé. Alors vous voyez... Il est entravé, vous savez. Oui, enfin bon, quand on est entravé et qu'on est ministre, on s'en va. Et c'est ce qu'il devrait faire aujourd'hui? Non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Je dis que c'est une chose de dire on va travailler tous ensemble, c'est une autre chose de dire vers quoi et à quoi. Alors regardez cette photo, ce photomontage en fait publié par Libération, vous l'avez vu, hein, c'est Emmanuel Bayrou quand même. Vous vous sentez un petit peu en affinité? Non, je me reconnais pas vraiment. Pas vraiment. Mais vous voyez qu'on peut utiliser les mêmes mots pour dire des choses différentes. Un peu différentes. Donc voilà. Donc vous ne reconnaissez pas dans ce mouvement pas dit En Marche. Un peu différente, j'ai dit différente. Différent. Tout le but de mon action politique et de mon engagement a été depuis 15 ans, d'une part, de diagnostiquer ce qui n'allait pas dans la situation du pays. Souvenez-vous, notamment le chemin vers la dette, les affaires qui étaient en train de se développer. Et notamment la bipolarisation, enfin, le blocage des institutions. Voilà. Tant qu'on ne touche pas aux institutions, on est condamné
à retourner, dans votre cas, vers la droite. Non, vos dernières élections. Non, excusez-moi, non. Je ne retourne pas. J'ai fait le constat navré que la politique suivie par François Hollande et par le gouvernement était catastrophique, qu'aucune des leçons n'avait été tirée des échecs que nous étions en train de vivre, et j'ai donc exprimé mon opposition forte à ce gouvernement. Alors on a entendu là... Alors c'est pas un retour vers la droite, non mais corrigeons les choses. Il se trouve que je ne crois pas à votre classification. D'accord. Qu'on ne pourrait être que à gauche ou que à droite. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a en France un pluralisme et une ce que proposition. dit Emmanuel Macron. Pas du tout. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est pas ça. Non. Est-ce que vous aimeriez travailler avec lui? Écoutez, pour tout vous dire, je ne le connais pas. Et je ne sais pas si Emmanuel Macron pense... D'abord, je ne sais pas ce qu'il pense exactement. Et je ne sais pas s'il pense les mêmes choses que ce que je pense. Bon. Et que ce que pensent tous ceux qui, depuis des années, ont voulu bâtir une alternative à cette bipolarisation stupide. Au passage... Alors, méthode, je me réjouis que ça bouge. Oui. Mais dans le fond, et notamment dans le projet pour construire un nouveau monde, j'ai beaucoup de points d'interrogation. Et donc, quant à moi, j'affirme qu'il faut construire une alternative à ce que nous avons vécu depuis 10 ans. Voilà, c'est clair sur votre position. Au passage, François Bayrou, Jacques Delors estime nécessaire une alliance entre les socialistes et les centristes pour des réformes dans notre pays. Et il vous reproche, dans un livre d'entretien qui s'appelle « L'homme qui ne voulait pas être roi », d'avoir refusé de le soutenir au premier tour quand il avait finalement renoncé à se présenter à la présidentielle. Vous vous souvenez de son renoncement fin 1994, alors que vous vous étiez vu à l'époque. Oui, mais j'ai... Il se trouve que Jacques Delors est un des hommes politiques dont j'ai été le plus proche intellectuellement et peut-être même affectivement au cours de ma vie politique, et je crois qu'il ne vous dirait pas le contraire. Et ce que Jacques Delors dit dans ce livre, qui est absolument vrai, c'est que je ne pouvais pas le soutenir au premier tour de l'élection présidentielle. Je vous rappelle que j'étais membre du gouvernement Balladur et que Édouard Balladur se présentait au premier tour de l'élection présidentielle. Et que mon parti avait massivement décidé de le soutenir. Mais j'avais dit à Jacques Delors, je suis prêt à vous soutenir au deuxième tour. Ah, d'accord. Alors, écoutez ce que dit... D'ailleurs, il dit à peu près... Oui. Enfin, en 10 ans, il m'avait dit qu'il ne me soutiendrait pas au premier tour, il a dit ça. Ouais. Écoutez ce que dit au sujet de Emmanuel Macron et sur sa compatibilité avec Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Je ne vois aucune incompatibilité entre Emmanuel Macron et Alain Juppé. Donc là, il y a peut-être pour l'avenir des signaux intéressants. C'est-à-dire que, par exemple, vous imaginez Emmanuel Macron Premier ministre d'Alain Juppé président? Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux sensibilités, les deux tempéraments, les deux cultures, je trouve. Et donc, qu'il y ait dans l'avenir des partenariats, je ne sais sous quelle forme, ça ne me paraît pas impossible. En 2017, il va falloir réformer profondément, fermement la France. Il va falloir le faire vite. On aura besoin de tous les talents et il peut en être. Alors, vous imaginez ça, Emmanuel Macron, Premier ministre d'Alain Juppé? Non, mais ça, c'est ce que vous avez conclu de ce que disait Raffarin. Je ne suis pas absolument... C'est pas incompatible. Oui, ils ne sont pas incompatibles. Mais voyez-vous, ce que j'espère d'Alain Juppé, ça n'est pas qu'il se contente de rechercher le plus petit commun dénominateur entre la majorité actuelle, l'opposition actuelle et les politiques prônées par les uns ou par les autres. Ce que j'espère d'Alain Juppé, c'est qu'il va avoir la force et le courage de proposer une politique qui soit profondément différente de ceux que nous avons connus depuis des années. C'est ça que j'attends. D'accord, mais alors, j'entends aussi François Fillon qui trouve que c'est un programme pépère jusqu'à présent ce qu'il propose, Alain Juppé. Oui, je n'utilise pas ce genre d'adjectif. Mais l'idée est un peu la même. Vous voulez quelque chose de radical? Ce qui m'intéresse chez Alain Juppé, c'est que précisément, il n'est pas dans le moule habituel, y compris de son parti. Et qu'il dit, il va falloir une majorité qui soit une majorité différente des majorités que nous avons connues dans les années précédentes.
dans les cycles précédents. Et cette phrase, si vous y réfléchissez en profondeur, vous y reconnaîtrez un grand nombre des aspirations que j'ai défendues devant les Français. D'accord. Est-ce que sur le fond du programme, que dites-vous exactement? Qu'est-ce que vous demandez à Alain Juppé? Non, je vous ai dit Qu'est-ce que vous attendez? J'attends que nous nous trouvions, à partir de 2017, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère de la vie politique française, dans laquelle on réponde de manière différente à toutes les aspirations des Français. Sur l'éducation, où on a échoué gravement, à mon avis, par manque de réflexion sur le fond. Par exemple, j'attends qu'on rompe clairement avec la politique actuelle du gouvernement en matière éducative. Vous menez le combat avec contre la réforme des collèges, en particulier. J'attends une rupture franche. J'attends qu'on se trouve avec une politique qui permette qu'une confiance nouvelle fasse créer des contrats de travail, alors que c'est à peu près le contraire de ce qu'on est en train de faire. On va en parler dans une minute. J'attends que la France ait une proposition européenne différente de ce que nous avions jusqu'à aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure dans le troisième chapitre donc, de l'émission. Donc, ce sont des demandes que vous vous adressez donc à Alain Juppé. Ce sont des demandes que j'adresse en priorité à tous ceux qui vont avoir la responsabilité, j'espère, de porter l'alternance dans le pays. Et pour moi, c'est le fond de mon engagement. On n'est pas là uniquement pour des problèmes de personnes, encore que les personnes, ça compte beaucoup au moment de l'élection présidentielle, mais on est là pour changer la réalité du pays. Alors, c'est ce que veulent faire beaucoup de Français qui sont lassés des jeux politiques, justement. Vous le voyez avec les nuits debout à Paris, dans d'autres villes de province, avec également la primaire citoyenne que certains veulent lancer, certains de vos proches d'ailleurs, ou comme Jean-Marie Cavana, qui s'intègre dans cette nouvelle démarche. Est-ce que vous êtes vous-même un indigné, François Bayrou? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont des un leitmotiv qui revient. Ce sont des étiquettes que l'on colle après un mouvement qui s'est déroulé en Espagne, et lequel mouvement déroulé en Espagne a touché sa limite en n'ayant aucun débouché politique. En plus, on a découvert, ces jours-ci, que le financement de ces mouvements était tout sauf transparent. Le Venezuela, notamment, l'Iran. Et l'Iran. Ce ne sont pas des pays démocratiques. C'est le moins qu'on en puisse dire, non? Vous ne trouvez pas? Et donc, oui, je trouve qu'il y a là quelque chose qui est une limite. Donc il faut se méfier. La nuit debout, ces mouvements-là. Je crois que j'ai été un des premiers à dire qu'il fallait y attacher de l'importance, que ce n'était pas quelque chose à écarter d'un revers de main. Cependant, la question, c'est vers quoi cela mène-t-il? Où est-ce que ça nous entraîne? Quel est l'horizon qu'on se propose? Parce que ce que je lis dans les déclarations des uns et des autres, et elles sont compliquées dans ce mouvement, c'est qu'en fait, ils ne demandent pas de changement. Ils veulent pas de ils veulent que le système s'écroule. Ils veulent un changement de société, on l'entend beaucoup. Ils veulent que le système s'écroule. Et moi, je ne veux pas que notre société s'écroule. Je veux qu'elle trouve une nouvelle... vie, un nouvel élan, qu'on puisse croire à quelque chose et qu'on ne soit pas les uns et les autres abandonnés à cette désespérance qui nous envahit. Alors, ces mouvements... Qui envahit les gens, parce que moi, je ne suis jamais désespéré. Ces mouvements, en tous les cas, se nourrissent de la désespérance et de la déception née de l'alternance de 2012, François Bayrou. Est-ce que vous croyez à la possibilité pour François Hollande de se relancer? Il sera face aux Français demain soir sur France 2. Moi, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non. Je pense que François Hollande a bénéficié d'un crédit qui était aussi largement dû au refus de Nicolas Sarkozy, de la poursuite de son mandat. Il a bénéficié d'un crédit, il a gaspillé ce crédit en refusant d'aller au bout des changements et des réformes et des pratiques. Il en avait la responsabilité. Maintenant, c'est trop tard. Et je ne crois pas qu'il puisse retrouver son crédit. À propos de cette émission, il y a une polémique sur un conducteur qui aurait été visé par l'Élysée et d'où auraient été supprimés 2 Français du panel sélectionné. Ça vous inspire une réflexion? Vous voulez dire qu'il peut arriver que des chaînes de télévision négocient avec l'Élysée quand elles invitent le président de la République? Vous m'étonnez beaucoup là, franchement, parce que vous savez bien que jamais ça ne se produit, ce genre de choses.
Hein, vous êtes J'enregistre quelqu'un qui avait une grande expérience et vous savez que jamais, au grand jamais, ce genre d'accommodement ne se produit. J'enregistre l'ironie de votre réponse. Non, j'enregistre l'ironie de votre réponse. Voilà, c'est exactement ça. Allez, deuxième partie de Preuve par 3 avec Déborah-Claude de l'AFP qui nous rejoint. Il devait y avoir, j'imagine, dans moi, président, quelque chose comme ça. Moi, président, je n'interviendrai pas dans les... Alors, et cette question, le gouvernement a-t-il apporté la bonne réponse à la jeunesse avec son plan pour faire donc retomber la pression et la contestation de la loi travail? Satisfaction d'un côté de l'UNEF, toujours hostile au texte de Myriam El Khomri, et colère de la CGPME qui estime avoir reçu un coup de poignard dans le dos, notamment avec la taxation des CDD. Tout ça, vous vous en doutez, ne lève pas tous les désaccords. Et je pense notamment au celui sur le projet de loi travail, qui n'est toujours pas une bonne loi pour les jeunes. Donc c'est évidemment pour ça que l'UNEF, elle reste solidaire des salariés et de leur mobilisation le 28 avril, que nous restons solidaires de l'intersyndicale et des mots d'ordre. Mais je crois que dès aujourd'hui, nous avons franchi un cap important. Nous avons réussi à obtenir satisfaction sur des revendications. Nous apprenons, nous, chefs d'entreprise, eh bien, qu'on allait rendre obligatoire la taxation des CDD. Voilà, il suffit qu'une organisation d'étudiants qui représente 14 000 étudiants, eh bien, arrive à obtenir une taxation des CDD qui va impacter 3 millions d'entrepreneurs. Voilà. Croire qu'en taxant le travail, on va favoriser le passage de CDD en CDI, c'est complètement illusoire. Bonsoir Déborah-Claude. Bonsoir. Vos questions. Monsieur Bayrou. Alors on va parler de la loi El Khomri. Est-ce qu'elle est maintenant devenue la loi UNEF ? En tout cas, il y a une chose qu'on doit constater et qui, je trouve, crève les yeux, c'est qu'une nouvelle fois, le gouvernement est parti avec des intentions et on se retrouve avec une loi qui est exactement opposée aux intentions qui avaient été annoncées. Sur beaucoup de sujets, mais sur ce sujet-là en particulier. Et je trouve ça terrible pour le jugement que le gouvernement doit porter sur lui-même. Pourquoi ? C'est très simple, le gouvernement avait dit « nous allons alléger le travail et le rendre plus souple ». Étant donné que tout le monde à peu près, quelles que soient les responsabilités, et en particulier les universitaires qui travaillent sur le travail, parce qu'il faut quand même prendre en compte ce travail-là, ces universitaires disent il y a deux choses qui pénalisent le travail en France, c'est le coût du travail d'un côté, et c'est de l'autre côté la rigidité des contrats de travail. C'est pour ça que 90% ou presque 5% des contrats signés sont des contrats en CDD. Et donc, grosso modo, tout le monde avait dit, les prix Nobel d'économie, Jean Tirole, les responsables politiques, j'en suis, avaient dit, la bonne direction, c'est en effet alléger, assouplir. Que fait-on ? On alourdit, on se retrouve au bout du chemin, on alourdit et on rigidifie. La ministre dit que son projet reste équilibré aujourd'hui. Oui, mais les ministres... Parce que ça plaide pour l'emploi durable. Voilà ce que dit Mme El Khomri. Mais les ministres, voilà, c'est leur métier quelquefois de dire y compris le contraire de ce qu'ils pensent, ou qu'on les oblige à dire y compris le contraire de ce qu'ils pensent. Moi, en tout cas, je ne change pas d'opinion. Ce changement de cap est, pour le gouvernement, un symptôme d'impuissance et de faiblesse. Et d'impuissance et de faiblesse, en particulier parce que le gouvernement, vous dites, est-ce qu'il a répondu à la jeunesse ? C'est une blague. Sur les bourses, par exemple, dans l'éducation ? Non, mais parlons de ce sujet. Finissons avec ce sujet. C'est une blague. Ce qu'on appelle les organisations de jeunesse. C'est pas la jeunesse. C'est une organisation qui comporte quelques milliers de militants et qui tend à se faire passer pour le porte-parole des autres. Les jeunes Français, si on veut bien partager avec eux un dialogue en profondeur, qu'est-ce qui doit crever les yeux ? Bien, ce qui crève les yeux, c'est qu'ils sont au chômage. Et qu'on trouve infiniment moins de travail chez nous, même quand on est diplômé, qu'on en trouve ailleurs. On en trouve davantage diplômés que
pas diplômés, mais les taux de chômage sont effrayants et la manière dont on conduit cette chose va les accentuer. Parce que si vous croyez que c'est en alourdissant le CDD qu'on favorise le CDI, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Et c'est désespérant comme pensée, et c'est désespérant comme faiblesse, c'est désespérant comme incapacité à définir un cap et à défendre ce cap. Alors un nouveau Manuel Valls est-il né? C'est l'analyse en tous les cas de Jean-François Copé qui évoque, écoutez-le, le Premier ministre qui promettait d'aller jusqu'au bout. Je ne reconnais pas Manuel Valls en fait. Moi, on m'a toujours expliqué que le Premier ministre, et d'ailleurs c'est pour ça que je lui trouvais un certain tempérament, c'était quelqu'un qui tenait dans les moments difficiles. Manuel Valls, il n'est plus droit dans ses bottes, il concède beaucoup de choses aux jeunes. Bon, c'est quelqu'un que j'estime, donc je ne vais pas me joindre au groupe de ceux qui l'accablent, même si mon jugement sur cette décision est extrêmement sévère. Mais je pense qu'il ne doit pas être fier de lui, il ne doit pas être content. C'est pas la direction qu'il avait tracée. Ce n'est pas le courage qu'il avait défini. Et c'est, encore une fois, un faux semblant. Quand on pense qu'on prétend défendre les jeunes en imposant l'immobilisme dans une situation qui les conduit au chômage, je trouve ça désespérant. Alors, autre élément dans les annonces qui ont été faites hier, tout cela a un coût. Vous avez souvent plaidé pour le désendettement de la France, 4 à 500 millions d'euros. Est-ce qu'on peut se les offrir? Vous voyez dans quelle période nous sommes entrés. C'est dans la période du carnet de chèques ouvert à tous les vents. De chèques en blanc à profusion. Chèques à profusion, si on fait la liste des annonces qui ont été faites ces derniers jours, ces dernières heures, vous avez 4 à 500 millions ici, 800 millions là-bas, 600 millions ailleurs, etc. À Bercy, on nous dit toujours, mais attendez, on va faire des économies. Évidemment, ce sont des chèques en blanc. Alors, je ne dis pas que telle ou telle mesure, par exemple, le point des fonctionnaires, le point d'indice des fonctionnaires était bloqué depuis 6 ans. Favorable. Et je pense que, bon, on ne peut pas s'y opposer. Mais on devrait ça coûte de au moins... Ça, y compris dans une collectivité bien locale. Bien sûr, ça coûte très cher dans une collectivité locale. Dans la collectivité que je dirige, à Pau et dans l'agglomération de Pau, ça coûte 1 200 000 €. Oui. Et vous trouvez où l'argent? Et donc, alors, vous faites vous-même des économies alors au niveau de la municipalité? Nous faisons des économies depuis que je suis élu. Pour pouvoir, on fait des économies de fonctionnement pour pouvoir continuer à investir. Car le lien est extrêmement direct et précis. Si vous ne faites pas d'économies, vous ne pouvez pas emprunter pour investir. Et c'est le grand drame de l'investissement en France, dont souffre, vous le savez. Et nous, parce que nous faisons le plus possible d'économies de fonctionnement, nous pouvons continuer à investir. Mais vous voyez bien que tout ça est terriblement pénalisant. Et en tout cas, je n'ai jamais approuvé la politique du carnet de chèques ouvert à tous les vents. Même quand les taux d'intérêt sont proches de zéro et que ça nous permet d'emprunter comme ça à très bon compte. Non mais attendez... Le poids de la dette s'allège même, François Bayrou. Excusez-moi, qu'on emprunte pour investir, j'ai toujours été pour. Qu'on emprunte pour les frais courants de l'État, j'ai toujours été contre. Et ici, ce qu'on appelle déficit de l'État, qui se transforme en dette, puisque pour équilibrer le déficit, il faut emprunter, c'est du déficit de fonctionnement. L'État investit quasiment rien. Et donc, c'est de très mauvaises méthodes. Il y a eu quelques petites améliorations sur le déficit ces derniers temps. Ça, vous saluez Attendez, il faut préciser ce qu'on dit. François Hollande s'était engagé, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Il s'était engagé sur le fait qu'en 2017, on serait à un déficit zéro. Oui. Et que dès 2013, on serait passé à moins de 3%. Vous vous souvenez de ces engagements-là? Eh bien, on est toujours à plus de 3%. Oui. Le déficit zéro s'est éloigné comme les rêves au matin, et tout ceci est aux antipodes. Là, on nous présente maintenant comme une victoire potentielle de repasser sous la barre des 3% à la fin ce qui devait être annoncé en 2013.
Ce qui devait être fait, réalisé en 4 ans de retard. 2013. Alors dans l'actualité, Même toute pas autre 4 ans de chose. retard, c'est qu'on n'a pas fait le chemin. Il faut dire les choses comme elles sont. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein, mais je dis qu'on ne l'a pas fait. Dans l'actualité, toute autre chose, la relance de la question de la dépénalisation de l'usage du cannabis, avec 2 ministres, pour 2 points de vue d'ailleurs. On regarde et puis vous nous donnerez votre opinion sur cette question. Je pense que la prohibition du cannabis en France est en tout cas une mesure qui mérite d'être discutée. Je pense qu'il faut aller peut-être vers des mécanismes de légalisation contrôlés, mais surtout avec des politiques d'éducation et de santé publique et de lutte très forte contre la consommation de cannabis. Non, ce n'est pas la position du gouvernement. D'ailleurs, je crois qu'il l'a lui-même dit. C'est une position qu'il défend depuis longtemps, parce que j'ai souvent entendu parler de ces questions. En tant que médecin, il a une position qui est assez claire. D'autres l'ont eu aussi sur ce sujet. Mais ce n'est pas la position du gouvernement. C'est un débat qui revient régulièrement sur la place publique et qui fracture une partie de la gauche. Vous, quelle est votre opinion sur le sujet ? Bon, je vais essayer de le dire en 3 phrases. Première phrase, nos politiques de lutte contre la toxicomanie ne marchent pas. Et notamment contre le cannabis, présenté à tort ou à raison, je crois plutôt à tort, comme une drogue douce. Mais l'alcool aussi est une drogue et qui n'est pas douce. Il suffit de voir les addictions qui sont créées. Deuxièmement, je ne crois pas que la consommation de cannabis soit anodine. Je ne dis pas pour ceux qui fument comme ça une cigarette, enfin, Quoi, le samedi soir, un joint. Il y en a qui ont une consommation festive. Modérée. Mais malheureusement, je connais des adolescents qui ont une consommation qui n'est pas festive et qui est tragique. Mais il y a aussi, comme vous savez, des consommations d'alcool chez les adolescents qui sont tragiques aussi. Deuxième chose, je ne crois pas que ça soit anodin. Je pense que ça a un effet psychotrope dangereux. Troisièmement, on nous dit si on le légalise, on va faire baisser les trafics. Et les violences, les règlements de compte, et on va avoir des cités assainies. Je n'en crois rien. Parce que les ressources tirées de ces trafics, elles seront recherchées ailleurs et dans des drogues, par exemple le crack, on sait bien ça aux États-Unis, plus violent, des drogues plus violentes encore. Et donc c'est un débat très difficile, mais je ne crois pas, en tout cas, qu'on puisse le résumer sous la forme qui a été faite par les promoteurs de cette mesure. Et moi, je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis. Mais vous êtes pour le statu quo? Non, je pense que le travail de prévention n'est pas fait. Et je ne suis pas pour le statu quo de ce point de vue-là. Je pense que le travail d'étude et de prévention n'est pas fait. Non, mais dans la réglementation actuelle, la répression, vous voulez ne rien changer. Là, on peut toujours faire plus, évidemment, en matière de prévention. Mais quand vous dites, par exemple, la consommation festive, on a envie de vous interroger. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je veux dire comment la mesurer? Comment la je ne veux pas dire. Voilà, quand je dis c'est une consommation dangereuse, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'adolescents qui fument de temps en temps un joint. À qui il arrive de fumer un joint. Je ne dis pas pour autant qu'ils sont détruits dans leur équilibre psychologique. Mais je dis que la consommation de cannabis addictive et forte est dangereuse du point de vue de la santé publique, du point de vue de l'équilibre de ces adolescents. Il y a des sensibilités particulières qui conduisent à de graves dérives, désordres et pathologies. Et donc, je n'ai pas envie de présenter ça comme anodin. Et évidemment, si on le légalisait, le signe serait à l'égard des jeunes que c'est anodin et qu'on peut y aller. Pour le soin, le cannabis pour le soin, parce que ça peut être utilisé. Le cannabis thérapeutique. Ça, franchement, ça ne me dérangerait pas. D'accord. Mais quand Jean-Marie Le Guen met ce sujet sur la table aujourd'hui, vous pensez que c'est une diversion par rapport à tous les sujets qu'on abordait jusqu'à présent sur les jeunes? Oui. Je pense que c'est une diversion et je pense que c'est, une manière de retrouver, croit-on, c'est d'ailleurs discutable, moralement,
de retrouver, croit-on, de l'audience auprès des, entre guillemets, jeunes, entre guillemets, comme si c'était une catégorie sociale, ce à quoi je ne crois pas. Alors, encore dans l'actualité, Déborah, nous avons noté la décision de l'épiscopat aujourd'hui de faire toute la lumière sur les affaires de pédophilie, y compris les plus anciennes. Écoutez, Monseigneur Georges Pontier, tout à l'heure, le président de la Conférence des évêques, annonce notamment une commission indépendante. C'est ce que nous voulons travailler avec cette commission extérieure d'experts qui nous permettra d'évaluer la, entre guillemets, la dangerosité d'un individu, fût-il prêtre, par rapport à un ministère qui pourrait correspondre aux yeux de la loi, à un ministère qu'on peut lui donner. L'Église est dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Cette volonté de faire un peu plus la lumière sur ces affaires et de créer des commissions, ça vous semble une bonne idée ? La pédophilie est une atteinte à la dignité et à la vie des enfants. C'est un des actes les plus graves qu'on puisse commettre à l'égard d'un enfant et qui le laisse à vie atteint. Il y a des gravités différentes dans cette atteinte. Aucune indulgence, aucune connivence n'est acceptable. Est-ce que l'Église est plus touchée que d'autres ? La ministre de l'Éducation a annoncé la suspension de 29 enseignants. Il y a, dans tous ceux qui sont au contact des enfants, on le sait bien, dans les collectivités locales, il y a des cas de cet ordre qui entraînent des radiations. Et donc, oui, il faut être intransigeant et tout le travail qu'on pourra faire, je ne sais pas si une commission peut apporter quelque chose, mais tout le travail qu'on pourra faire, des cellules d'écoute également, aura mon soutien. Des cellules d'écoute seront ouvertes partout en France et les personnes aujourd'hui adultes parfois, effectivement, et qui ont vécu ce genre de traumatisme pourront apporter leur témoignage. C'est une bonne chose, c'est un changement de pied quand même, semble-t-il, de l'Église qui écoute ce qui s'est passé dans le passé. Voyez-vous, je ne crois pas que ce soit un problème spécifiquement de l'Église. Je pense que c'est un problème de la société. Je pense qu'on a été trop indulgent au travers du temps, en considérant qu'après tout... et moi, je ne suis porté... à des hommes politiques, à des écrivains, des artistes. Excusez-moi, je ne suis porté sur ce sujet à aucune indulgence. Je pense qu'on a profondément heurté et blessé des enfants. Et moi, en tout cas, je ne prête aucune sorte de nuance dans la condamnation. D'accord, de toutes les institutions, on vous a compris. Oui, absolument. Merci. Déborah, troisième partie de Preuve par 3, et nous allons parler de l'Europe avec Michael Zamès. L'Europe à la peine, on le voit en ce moment, exposée à la critique, la désaffection et même le rejet sur bien des dossiers, les réfugiés, bien sûr, le Brexit. Manuel Valls était à Strasbourg aujourd'hui pour tenter de peser sur l'adoption du fameux PNR, le fichier des passagers aériens, vu bien sûr comme un outil important aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. On écoute le Premier ministre. Si nous voulons un PNR national, pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit efficace, il doit aller de pair avec un PNR européen. Et nous devons donc nous doter de tous les moyens dans cet équilibre qu'il faut toujours articuler entre sécurité et liberté fondamentale. Bonsoir Michael Zamès. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Bayrou. Bonsoir. Est-ce que le PNR, dont Manuel Valls parlait à l'instant, c'est l'arme essentielle contre le terrorisme ? C'est une des armes et il faut prendre toutes les armes disponibles. Il faut adopter, c'est le mot que je cherchais, toutes les armes disponibles. Et celle-là en particulier. Et je ne comprends pas, alors je sais très bien les débats qu'il y a autour de tout ça, des gens qui pensent que la confiscation des données est utilisée contre les libertés. Moi, je ne vois pas ce risque. Ce que je vois, c'est au contraire qu'on favorise la plus grande atteinte à la liberté, qui est l'insécurité. Ce texte... Et la menace, y compris sur la vie. Ce texte devrait être voté jeudi, c'est ce qu'on laisse supposer, mieux vaut tard que jamais.
Comme ça, j'aurais préféré qu'il fût adopté depuis longtemps. Ça prouve aussi quand même le fonctionnement de cette Union européenne qui est souvent bloquée par des petits partis, notamment, je pensais au Vert, au Front National. Oui, non, je ne partage pas sur ce point, je ne partage pas ce sentiment. On va venir au fonctionnement de l'Union européenne. Je pense qu'il y a des courants de pensée qui s'opposent à ces textes, sachant ce qu'ils font. Je veux dire, avec, si je peux employer ça, avec de bonnes raisons pour eux. Philosophique, doctrinale, de défense des libertés. Mais pour moi, l'heure est si grave et la menace si lourde qu'il faut ne rejeter ou ne repousser aucune arme qui nous permette de lutter contre. Et pour le reste, c'est très simple. S'il doit y avoir atteinte à la liberté à laquelle nous avons droit, cela doit toujours se faire sous le contrôle d'un juge. C'est simple comme bonjour, et c'est une règle qui ne souffre pour moi pas d'exception. Alors vous avez dû suivre avec attention, j'imagine, tout le scandale autour des Panama Papers. J'imagine que vous avez regardé ça de très près. Le débat du jour à la Commission européenne, c'est d'imposer la transparence fiscale pour les multinationales qui font un chiffre d'affaires plus de 750 millions d'euros. C'est à se demander même si le scandale du Panama Papers ne vient pas un peu comme une aubaine pour l'Union européenne. Non, moi j'aurais envie de dire enfin. Franchement, qu'il faille attendre la sortie d'informations de cet ordre pour imposer la transparence à des sociétés multinationales qui passent leur temps à fuir l'impôt au vu et au su de tout le monde, y compris lorsque leurs ressources sont prises sur la collectivité nationale, réfugiant leurs profits, recherchant refuge pour leurs profits ailleurs. Et donc, je souhaite que là aussi, l'Union européenne soit intransigeante, pratiquement, pas dans les mots, dans les faits. Alors les mots. De même que je souhaite que, je ne sais pas si vous avez l'intention qu'on passe une minute sur l'Europe, parce que c'est un très... Oui, mais on va passer plusieurs minutes, mais je voulais vous faire entendre les mots justement de Jonathan Hill sur ce projet de transparence fiscale. C'est le commissaire européen à la stabilité financière. Et voilà comment il présente donc les mesures annoncées aujourd'hui, qui ne relèvent pas directement de la conséquence des Panama Papers, selon lui, parce que c'était programmé. Mais enfin, il y a effectivement, ça tombe à pic, comme disait Michael. Et donc cette proposition que nous dévoilons aujourd'hui se fonde sur ce travail en cours et ce sous l'égide de l'OCDE, le but étant d'obtenir une information partagée entre les autorités fiscales. Cette proposition finalement va même un pas plus loin puisqu'elle exigera aussi de ces grandes multinationales qu'elles rendent ces informations clés publiques. Ça vous va, ce qui est dit, c'est-à-dire... Ça me va. Ça vous va. Très bien. Alors, je suis pour. À Bruxelles, on s'inquiète par contre d'une chose, c'est la tiédeur française sur ce texte, parce que visiblement, on serait, nous, en tout cas, plus enclins à faire de la protection de la compétitivité de nos entreprises. On n'a pas vraiment envie d'y aller sur ce texte. Eh bien, si c'est le cas, je ne sais pas si c'est vrai, ce serait très regrettable et condamnable. L'Europe, elle souffre de quoi? Elle souffre d'une espèce d'impuissance, elle souffre d'un désordre intérieur parce que les règles adoptées par les uns ne sont pas les mêmes que les règles adoptées par les autres, notamment en matière fiscale. C'est-à-dire que pour moi, le combat pour l'harmonisation fiscale, l'unification de nos règles fiscales, en tout cas dans les pays de même niveau de développement, c'est un enjeu de première priorité. Et l'Europe, elle souffre d'une deuxième chose que tout ça illustre, si on y réfléchit bien, c'est que on ne sait pas qui prend les décisions, quand on prend les décisions, sur quel agenda on prend les décisions, quels sont les mécanismes qui permettent de prendre les décisions. Personne ne le sait, y compris pas vous. Deux questions à et ça. même nous trois. Pourquoi? C'est-à-dire que nous sommes parmi les plus avertis, en principe. Non, c'est inquiétant pour tous les citoyens. Nous sommes en principe parmi les plus avertis. Qui savait qu'on était en train de préparer ce texte? Parmi vous. Est-ce que c'est ça que les Français rejettent beaucoup plus informés que je ne le suis. Est-ce que c'est ça que les Français rejettent dans l'Union européenne aujourd'hui? Oui. Ce que, pour moi, la principale raison du gouffre qui s'est creusé entre l'Union européenne et ses mécanismes politiques
et les citoyens de tous les pays européens, c'est le mur qui fait que les citoyens ne sont informés de rien. Or, il est impossible au siècle démocratique que des décisions majeures pour les sociétés et les citoyens soient prises sans que personne n'en soit informé. Et est-ce que vous saviez par ailleurs... donc, cette question-là, centrale, c'est-à-dire de l'ouverture, au moins de l'information, et de l'information préalable, pour que si une décision se prépare, les citoyens puissent intervenir sur la préparation de la décision. Alors vous leur demandez quoi? Vous attendez quoi finalement aujourd'hui? Ah ben j'attends que l'Europe change du tout au tout sa pratique. Car ce que je décris là, il n'y a pas besoin de changer les traités, il n'y a pas besoin... Il suffit... Un peu comme la politique française, visiblement. Oui, c'est à peu près ça. Mais pour l'Union européenne, c'est plus dommageable encore, parce que les citoyens français et les autres citoyens européens, ils voient bien le monde. Hein. Ils voient la mondialisation, ils voient la concurrence effrénée internationale, ils voient le poids de puissance financière très importante, ils voient le terrorisme et ils voient le crime organisé et ils voient l'immigration. Ils voient tout ça. Et ils réclament des murs. Là, vous parlez le mur de l'information, ils réclament des murs. Et tous, au fond d'eux-mêmes, ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas lutter tout seul. Hein. Est-ce que vous savez qu'un pays comme la France, même un grand pays européen, ne peut pas lutter tout seul. Alors, a fortiori, des pays qui pèsent moins encore que la France et l'Allemagne. Donc, l'idée qu'il faille aller vers la mutualisation de nos efforts, la volonté d'agir ensemble, c'est une idée qui s'impose et s'imposera, à une condition, c'est que ça se fasse avec la légitimité que des décideurs doivent avoir auprès des peuples. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ceci, c'est l'urgence maximale. Tant qu'on n'aura pas ça, on aura le rejet. Et ce rejet est le rejet du seul avenir que nous puissions espérer. Donc j'avais une question quand même sur le secret des affaires, et là ça va rejoindre un petit peu ce que vous disiez. On débat du secret des affaires et en même temps on parle de transparence. Là, c'est une Europe schizophrène. Oui, mais nous parlons de transparence fiscale. Hein. Moi, je ne demande pas qu'on soit informé de la manière dont les marchés se négocient entre telle entreprise et telle autre entreprise. Vous voyez, c'est toujours pareil. On confond tout. On utilise les mots que... ça fait un salmigondi, un boulgui-boulga, dans lequel personne ne reconnaît le sens des choses. Je demande que quand on parle, ça veut dire quelque chose, et je demande que on ait des règles compréhensible par tous les citoyens. La règle, c'est que la fiscalité doit s'appliquer à tous les agents économiques de la même façon dans les pays européens du même niveau de développement. Est-ce que vous êtes encore animé par un rêve fédéraliste ou est-ce qu'il s'est évaporé ces insatisfactions et critiques? Je ne peux pas vous faire reproche de ne pas avoir lu mes livres parce que j'en ai écrit. Oui, mais là, je vous parle par rapport à la situation présente, de vous répondre. François Bayrou. Le mot fédéraliste est un mot très difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que la philosophie fédéraliste à laquelle j'adhère, c'est une philosophie de confiance au terrain, de décentralisation maximale. Tandis que la manière dont le mot fédéraliste est entendu en France, ça veut dire exactement le contraire, ça veut dire concentration du pouvoir à Bruxelles. Je ne suis pas pour la concentration du pouvoir. Je suis pour que soit créé un contrat de confiance qui fasse simplement que les pays européens choisissent ensemble de régler en commun les affaires qu'ils ne peuvent pas régler tout seuls. Comprenez ça? Alors ça apporte un nom très compliqué, ça s'appelle la subsidiarité. C'est Thomas d'Aquin, le philosophe qui a inventé ça. Et donc, le mot que j'utilise, c'est le mot coopératif. C'est une démarche coopérative. Comme quand des paysans ne peuvent pas vendre leur maïs tout seuls, ils se mettent en coopérative pour faire les choses. 3 petites minutes et j'ai des questions autour du nom. Le nom Europe. Les Pays-Bas ont refusé l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine. C'est un mauvais signal?
Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que quelques référendums que vous feriez aujourd'hui sur l'Europe, si vous n'avez pas changé cette dimension fondamentale de la prise de décision ouverte aux citoyens, obtiendra un non. Il en va de même pour les Britanniques? Les peuples, dans la démarche dans laquelle ils sont engagés ou dans laquelle on les a engagés, par ignorance de leurs aspirations et de leurs droits, car c'est leur droit, les peuples répondront non. Donc pour les Britanniques, ça sera donc, non aussi selon vous? Je ne sais pas si les Pays-Bas, si le peuple néerlandais, comme on dit en mauvais français, savait ce sur quoi ils votaient. Non, parce qu'ils n'en ont pas du tout débattu pendant la campagne. Et ils étaient très peu à voter. Et ils ont voté qu'à 30%, mais ils ont voté non. Et donc oui, je suis extrêmement inquiet. En tout cas, il me semble que les forces qui sont à l'œuvre devraient entraîner aussi, ou peuvent entraîner aussi, un non à l'Angleterre, ce que je ne souhaite pas, tout en déplorant les concessions qui ont été faites à la Grande-Bretagne dans un climat d'absence de solidité des responsables européens. On a trop donné aux Britanniques? En tout cas, on a donné mal. Moi, j'aurais ouvert des discussions avec les Britanniques par une phrase simple. Si vous voulez partir, vous partez. Parce que ce à quoi nous nous sommes engagés est tellement important que si vous ne voulez pas y participer, vous partez. Et c'est votre responsabilité. 2, je suis prêt à négocier avec vous si vous me dites que vous restez. D'accord. Ça, c'est une démarche complètement différente. Et si vous me dites que vous restez, alors peut-être pouvons-nous en profiter pour améliorer le mode de fonctionnement de l'Europe. Ce qu'il faut redouter peut-être demain, s'il y a Brexit, effectivement, et c'est ce que dit le FMI aujourd'hui, c'est une déflagration économique, mais à l'échelle du continent. Je pense que si le peuple britannique dit non, il s'en mordra les doigts. Et nous? Et nous aurons, nous aussi, à avoir des remises en cause. Mais des remises en cause qui, peut-être pour quelques-unes d'entre elles, pourraient être salutaires. Merci. François Bayrou d'avoir été avec nous cette semaine. Merci, Michael. La semaine prochaine, c'est Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Agriculture, qui sera à votre place. Bonsoir à tous et à très vite.